Bonjour, je m'appelle Oussama Ammar, donc j'ai créé The Family et effectivement, quand Uber avait quelques mois, ils m'ont proposé d'investir et je leur avais dit, écoute, moi je viens de France, je connais les taxis, aucune chance que ça arrive, que ça marche. Et alors j'y pense effectivement assez souvent parce que c'est quand même une erreur à 1,5 milliard maintenant. Et résultat, je suis là devant vous aujourd'hui, donc ça me le rappelle. Euh, The Family, c'est une société qui a pour mission d'accompagner les startups. On a une chance incroyable, c'est qu'on voit des centaines de startups tous les ans. On a plusieurs milliers de startups qui apply tous les ans. On en accompagne une centaine environ tous les ans. Et en fait, ce qui est incroyable quand on voit le monde des startups, c'est qu'on a la chance de vivre le futur au présent. Et vous savez, prédire le futur, c'est quand même le jeu le plus compliqué du monde. En général, les gens qui essaient de prédire le futur, qui jouent aux oracles, ont tort. Mais il y a quelque chose qui est un peu plus simple que prédire le futur, c'est d'essayer de le construire. C'est quand même la façon la plus simple de savoir où le monde va. Et voir les startups, en fait, c'est voir ce qui se passe au présent, mais à petite échelle. Alors, beaucoup de gens viennent vous parler de la révolution numérique en vous disant ça arrive, c'est grandiloquent, c'est catastrophique, c'est disruptif, etc. Les barbares attaquent, etc. Nous-mêmes, on en joue, hein, je veux dire, on a appelé ça les barbares attaquent. Mais nous, ça nous fait rire, en fait. Ça nous fait rire parce que on sait qu'il y a un décalage profond entre ce que les gens vous annoncent et ce qu'on vit tous dans notre quotidien. Et ce que j'aimerais faire ce matin avec vous, c'est prendre quelques idées fortes et structurantes de notre analyse et la partager avec vous, parce que je pense qu'on mérite tous d'avoir les bons outils et les bonnes grilles d'analyse. Alors la première analyse, c'est que la révolution numérique, c'est pas quelque chose qui est en train d'avoir lieu, c'est quelque chose qui a déjà eu lieu. D'ailleurs, je vais vous le prouver en une minute. Qui utilise WhatsApp ici? Levez la main. Ouais, même les plus jet-lagués d'entre vous l'utilisent. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, quand une technologie est utile, nécessaire, elle rentre dans la vie des gens et elle devient hyper omnisciente. Et de ce point de vue-là, en fait, les technologies, elles ont rarement besoin d'explications, elles ont rarement besoin d'éducation, elles sont parfaitement naturelles et elles répondent à un besoin profond qu'on a en nous. Alors, cette révolution numérique, elle a eu lieu parce que nous, à The Family, on pense fondamentalement qu'avant d'être une révolution technologique, c'est une révolution politique. C'est une révolution qui est fondée sur une idée extrêmement simple, qui est qu'on a tous besoin de s'exprimer et on pense tous que notre parole a autant de valeur que la parole des autres. Alors, la preuve, on a élu Donald Trump président et on lui a donné un compte Twitter, donc de toute évidence, la parole de tout le monde a de la valeur dans ce monde. Mais si Donald Trump peut devenir président, vous tous, vous pouvez faire une start-up. Ça devrait être le référentiel que vous ayez en tête. Mais finalement, les gens, quand ils regardent ce genre de phénomène, ils ne voient pas le pourquoi. Ils voient beaucoup le comment, mais ils ne voient pas le pourquoi. Et le pourquoi, c'est que fondamentalement, on vit dans des sociétés démocratiques et que la démocratie, ce n'est pas simplement le fait de mettre un petit bout de papier pour élire quelqu'un. C'est aussi une idée profonde qui est qu'on est tous libres et égaux en pensée. C'est pour ça que quand vous allez acheter votre pain, vous pouvez avoir un cours sur l'inflation par votre boulangère, parce que, effectivement, n'importe quel boulanger de ce pays se sent compétent pour donner son avis sur la politique macroéconomique de notre pays. De la même façon, on a 60 millions de Français qui sont sélectionneurs de l'équipe de France de football, et on a à peu près n'importe qui commente à peu près n'importe quoi en ligne, à tel point que ma femme a voulu m'offrir un cadeau récemment, c'était une vignette qui disait « Chérie, je ne peux pas venir me coucher, il y a quelqu'un qui a tort sur Internet ». Et donc, c'est un jeu sans fin, en fait. Et alors, cette révolution, elle est intéressante parce qu'elle répond à quelque chose, un désir qu'on a tous en nous, qui est de s'exprimer, mais elle nous a donné ce pouvoir de nous exprimer. On a tous des exemples de sociétés géantes qui ont maltraité un client et qui se sont fait déchiqueter et laminer en ligne et qui n'ont pas eu d'autre choix que de répondre. Alors, il y a une histoire que je raconte très souvent, il faudrait que je finisse par en avoir une nouvelle, je suis désolé si vous l'avez déjà entendue, mais c'est vraiment mon histoire préférée. Il y a quelques années, j'allais aux États-Unis et je voyageais avec une compagnie américaine. Et puis, au moment de prendre les bagages, il y a un type qui se retrouve avec une guitare cassée en 5 morceaux, scotché avec du Chatterton. Et dessus, il y a un bon d'achat de $20. Et il y a marqué « Désolé, on a cassé votre guitare.
voilà 20 $ à faire valoir sur votre prochain vol avec nous. We hope you will fly with us again. Donc moi je vois ce type avec sa guitare, désespéré, en train de pleurer dans l'aéroport. À ce moment-là, j'ai fait ce que n'importe qui ferait, je suis rentré chez moi. Et puis, quelques jours plus tard, je reçois un email qui me dit « Tiens, regarde, on dirait le type dont tu m'as parlé. » Et j'ouvre l'email et je vois un type sur YouTube qui fait une chanson que vous pouvez aller regarder, qui s'appelle « You Broke My Guitar ». Et puis, la vidéo a fait quelques millions de vues. Quelques jours plus tard, je suis dans un cabinet d'avocats en train de signer des papiers. Et puis je regarde, il y avait un écran de télé avec CNN et je vois un vieux monsieur avec un costard cravate en train de serrer la main d'un type avec une guitare. J'ouvre le son et j'apprends que la société a perdu 10 points en bourse, que le PDG a commandité une équipe pour retrouver le même modèle de guitare, lui a offert plus des miles à vie, plus un service premium, etc. à ce type à qui ils ont cassé la guitare. Alors, j'aimerais que là, tous ensemble, on ait un moment d'empathie pour le PDG de la compagnie. Non, mais vraiment, je suis très sérieux. Imaginez la vie de ce type, parce que je pense qu'elle va résonner avec beaucoup d'entre vous, en fait. Vous avez quelqu'un à qui on a raconté, dans les années 50, qu'il faut travailler dur à l'école pour obtenir ce qu'on veut. Donc il a travaillé dur à l'école. Ensuite, il a été dans une université d'Ivy League. On peut penser ce qu'on veut des gens qui font des grandes écoles. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas leur enlever, c'est qu'il faut quand même travailler dur pour aller dans ces institutions-là. Donc il a travaillé dur. Ensuite, il est rentré, il a fait des stages, il a passé des postes, il a passé des échelons, il a sans doute sacrifié sa vie de famille, parce qu'on ne devient pas PDG d'une compagnie aérienne en ayant un équilibre vie-travail-quinoa, ça n'existe pas. Et puis, il a sans doute tué une ou deux personnes en chemin, parce que c'est quand même à la fin, plus vous vous rapprochez du top et moins il y a de place, donc il y a des moments où il faut tuer les gens sur le chemin. Et puis un jour, il a obtenu le pouvoir suprême et il s'est dit « Enfin, je suis un maître de l'univers, je vais gérer des problèmes de guitare. » Et là, le mec doit se dire « Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est où l'arnaque? Pourquoi je dois gérer un problème de guitare ?» Eh bien, tout simplement parce qu'aujourd'hui, la société que je dirige, eh ben, en fait, elle est plus si puissante que ça. Parce qu'il existe un phénomène quasi quantique, au sens hasardeux, anthropique, chaotique, qui est que n'importe qui dans cette salle, un jour, pourra avoir une crise de nerfs qui a des répercussions mondiales. Et ce qui est intéressant, c'est que la plupart d'entre vous dans cette salle, quand vous aurez une crise de nerfs sur Twitter, ça ne fera rien. C'est en ça, en plus, que c'est fascinant. Vous connaissez tous l'histoire du battement de papillon qui crée une tempête dans l'hémisphère nord. Un battement de papillon dans l'hémisphère sud crée une tempête dans l'hémisphère nord. L'histoire la plus mal racontée de l'histoire. Parce que moi, quand on m'a raconté ça petit, je me suis dit, à chaque fois qu'il y a un papillon qui bat des ailes, il y a une tempête. Il faut tous les buter, les papillons. C'est pas grave, ils sont jolis, mais c'est pas grave. Mais en fait, non, c'est que de temps en temps, un certain nombre de papillons créent un certain nombre de conséquences. Ça s'appelle l'entropie. C'est qu'à cause commune, conséquences différentes. Et c'est ça l'Internet. L'Internet, c'est un pouvoir qui est donné au hasard aux gens, qui est incroyablement addictif, qui nous fait plaisir. Parce que quand nous, on voit le PDG d'une compagnie aérienne se tordre d'excuses devant un jeune hippie avec sa guitare, faites pas semblant, ça vous fait plaisir. Et ça fait plaisir à tout le monde parce que c'est une forme de lutte sociale nouvelle qu'on comprend tous et qu'on a tous envie d'exprimer. Alors, ce PDG, il souffre de quelque chose dont on souffre tous. J'en souffre, vous en souffrez. C'est que les paradigmes sont de plus en plus rapides. Alors, laissez-moi vous expliquer ça. C'est la deuxième idée forte. C'est que la révolution digitale a déjà eu lieu. La révolution digitale est une révolution politique, pas technologique. Et donc, elle s'appuie sur quoi? Elle s'appuie sur le fait que le monde change et il n'a jamais changé aussi vite. Alors, un paradigme, c'est quoi? Un paradigme, c'est une représentation qu'on a de la réalité, et c'est un ensemble de règles qu'on a en soi qui déterminent la façon dont on voit le monde. Alors, le paradigme le plus puissant, dont on est tous victimes, c'est la mode. Si, par exemple, vous regardez une photo de vous d'il y a 20 ans ou 30 ans, et que vous vous dites « pourquoi on m'a laissé sortir dans la rue ?» ça s'appelle un paradigme. On n'a pas besoin de beaucoup réfléchir à la façon de s'habiller. La mode, c'est un paradigme qui s'impose à nous. Si vous regardez tous les gens dans cette salle, que je ne vois pas parce que j'ai la lumière dans la tête, mais je devine d'avance que vous êtes tous fondamentalement, à quelques variations près, habillés de la même façon.
Maintenant, imaginez que je vienne sur scène avec une perruque, un pantacourt, des talons et un juste corps. Même les gens les plus ouverts dans cette salle auraient à minima un jugement sur ma personne. Pourtant, je ne ferais que porter l'habit des rois de France il y a moins de 200 ans. C'est étonnant comment l'homme le plus puissant de France pouvait porter des talons, des pantacourts et des perruques. Et ben pourquoi? Parce que c'est ça la mode, c'est quelque chose qui s'impose à nous, qui a l'air d'être incroyablement stable. Et d'ailleurs, ce qui est fabuleux, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais j'ai 2 chaussures de couleurs différentes. Et alors c'est un truc qui me fascine, parce qu'il suffit juste de mettre une chaussure de couleur différente pour avoir 10 ans de conversation. Ça fait 12 ans que je fais ça, ça fait 12 ans que les gens m'en parlent, et je me demande à quel moment les gens vont arrêter de m'en parler. Parce qu'une simple petite variation dans un paradigme qui est la mode, ça suffit à créer la conversation. Donc c'est pour vous dire à quel point les paradigmes sont structurants. Un paradigme, c'est ce qui se rapproche le plus de ce qu'on croit être la vérité. Alors, le paradigme de la mode, il est charmant, il est drôle. Quand on regarde l'histoire de la mode, ça nous fait relativiser. Mais il y a des paradigmes un peu plus dangereux et un peu plus profonds. Par exemple, la médecine, pendant des années, avait un paradigme qui était que plus le médecin était sale, et plus sa blouse était remplie de sang, et plus il était compétent. Et donc les médecins venaient dans les salles d'opération, les salles d'accouchement avec plein de sang sur eux. Et puis un jour, il y a un médecin suisse, évidemment suisse, qui s'est lavé les mains, et qui a dit à ses potes, les gars, figurez-vous que quand on se lave les mains, et qu'on passe de la morgue à la salle d'accouchement, et qu'on se lave les mains entre les deux, eh ben, on tue moins de femmes. Puis les collègues l'ont regardé, on fait n'importe quoi. Ah non, non, je vous assure, ça fait 1 semaine que je me lave les mains, beaucoup moins de morts. C'est un hasard. Bon, bah, faisons-le 3 mois. Je fais 3 mois, c'est pas de hasard. Vraiment, le nombre de femmes qui meurent pendant un accouchement s'écroule. Il dit ça à ses collègues. Qu'est-ce qu'ils font, ces collègues? Ben, ils le mettent en tôle. Normal. Alors pourquoi? Alors avant, j'expliquais ça par une chose toute bête. Je disais, bah, vous voyez, c'est le symbole du conservatisme et c'est le symbole du fait que, de toute façon, les médecins sont tous affreusement conservateurs. Puis j'ai épousé un médecin, maintenant j'ai plus le droit de dire ça, et elle m'a expliqué, ma femme m'a expliqué quelque chose. Elle m'a dit, tu fais preuve de peu d'empathie pour les médecins, puisque si un médecin découvre qu'en se lavant les mains, il tue moins de femmes, ça veut dire forcément que depuis des années, il en tue plein. Et le cerveau est construit pour ne pas accepter ce genre de changement de paradigme. Pourquoi on a tellement de mal avec ce qui est nouveau? C'est parce que notre cerveau est construit pour être un agent de stabilité de la réalité. Ce que vous appelez la réalité autour de vous est une illusion. On ne sait pas vraiment ce qu'est la réalité. Personne ne voit les couleurs de la même façon, personne ne voit les objets de la même façon, personne ne voit exactement les choses telles qu'elles sont. Quand saint Thomas d'Aquin dit « je ne crois que ce que je vois », on a envie de dire « abruti ». Non, la plupart des choses qui ont lieu autour de nous, on ne les voit pas vraiment en fait. Et donc, votre cerveau a pour seule fonction de stabiliser un certain modèle de la réalité. Et une fois que ce modèle il est en place, changer la structure des neurones et changer votre représentation du réel est très dur. Et ça, c'était pas grave, ça fait 3000 ans que c'est comme ça, et c'était pas très important. Pourquoi? Parce que l'espérance de vie des gens était à peu près égale à la durée de vie d'un paradigme. Les médecins avaient 15 ans de vie professionnelle, la nouvelle génération de médecins venait, on leur disait il faut se laver les mains, et la nouvelle génération de médecins se lavait les mains. C'était facile. Et donc on passait de paradigme en paradigme. D'ailleurs, il y a un livre extraordinaire sur le sujet qui s'appelle « Les révolutions scientifiques » de Thomas Kuhn. Et bien, Thomas Kuhn, dans les révolutions scientifiques, dit la science avance une tombe à la fois. Il suffit que l'ancienne génération de scientifiques meure pour que la nouvelle génération puisse avoir des nouvelles idées. Mais il y a 2 choses qui se sont passées. La première chose, c'est que l'espérance de vie professionnelle a explosé. Ce n'est pas simplement l'espérance de vie personnelle qui a explosé. La durée de carrière, être en commande, un Romain était en moyenne en commande entre 4 et 7 ans. Aujourd'hui, vous avez des gens qui restent patrons de leur boîte 30 ans, 40 ans, 50 ans. Et donc, ça veut dire qu'ils doivent prendre des décisions et ils doivent fonder ces décisions sur une certaine vision de la réalité, alors que tout autour d'eux change en permanence. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que la durée de vie de ces paradigmes est de plus en plus courte. Vous imaginez, Internet, ça a 30 ans,
Les boîtes de l'Internet, ça a 20 ans, et on a déjà l'impression que tout est fait. Pourquoi? Parce qu'il y a ce sentiment d'accélération de l'histoire invraisemblable. Donc si d'un côté, vous avez une espérance de vie qui s'allonge professionnelle, et de l'autre, une durée de vie des paradigmes qui se rétrécit, ça veut dire qu'on a tous un challenge, c'est qu'on a tous besoin de prendre des décisions sur un monde qu'on ne comprend plus et qu'on ne maîtrise plus. C'est un peu comme si tout le monde s'habillait tous les jours d'une façon différente et qu'il fallait deviner la façon dont il fallait s'habiller aujourd'hui. Vous arrivez en short, tout le monde est en costard. Mince, raté. Et évidemment, quand vous êtes dirigeant d'entreprise, vous êtes dans une situation encore plus compliquée, c'est que vous êtes sur un marché dynamique où les protections sont de plus en plus faibles. Pourquoi? Parce que la concurrence, elle est mondiale, parce que la concurrence, elle est immédiate, et parce que le savoir est accessible. Et ça, c'est le troisième point de la révolution numérique. C'est que je pense que tout le monde a sous-estimé à quel point le savoir et l'intelligence étaient devenus une commodité. Regardez autour de vous. Tout le monde est fasciné par les gens intelligents, alors qu'il n'y a jamais eu autant de gens intelligents vivant sur Terre. Vous savez qu'on a plus de mathématiciens vivants qu'il y a eu de mathématiciens dans l'histoire de l'humanité. Il y a plus d'ingénieurs vivants qu'il y a eu d'ingénieurs dans l'histoire de l'humanité. Et vous pouvez faire ça pour à peu près toutes les professions. Et pourquoi? Parce qu'on vit dans un monde où, fondamentalement, il est possible, aujourd'hui, d'apprendre n'importe quoi à n'importe qui, immédiatement en ligne. Et faites le test. Prenez un savoir qui vous paraît vraiment obscur et donnez-vous le challenge d'acquérir ce savoir en ligne. Vous verrez qu'il n'existe pas un domaine de l'esprit humain qui n'est pas documenté par des amateurs à longueur de journée de façon ouverte. Alors il y a Wikipédia qui est un bon exemple de ça. Récemment, j'étais à une conférence sur l'actuariat. J'ai une vie fascinante. Alors l'actuariat, pour ceux qui ne savent pas, c'est la gestion des risques en assurance. Dans le genre, vous vous tapez la tête contre les murs, au bout de 10 minutes de conférence, ça tient là. Et donc comme je n'avais pas envie de perdre ma journée et que j'étais forcé d'être là au premier rang, j'ai passé ma journée à chercher les mots que les gens disaient sur Wikipédia. Et bien il n'y a pas un mot bizarre qui a été prononcé dans la journée qui n'avait pas sa page Wikipédia documentée, incroyablement bien expliquée, et dans un langage, je ne vais pas dire simple, mais avec un peu d'effort et un peu de dictionnaire, on finit par comprendre. Vous imaginez? Il y a 20 ans, être actuaire, c'était avoir le pouvoir. Vous connaissez peut-être tous le sketch des inconnus sur les jargons professionnels. Le jargon, c'est un instrument de pouvoir. Pourquoi toute profession crée son jargon? C'est pour simplement se différencier des autres professions. Et bien aujourd'hui, Internet a détruit cette barrière. Vous voulez apprendre le jargon des startups? Vous pouvez l'apprendre. Vous voulez apprendre le jargon des médecins? Vous pouvez l'apprendre. Et on le ressent tous dans nos métiers, où on voit bien que les gens n'ont plus de respect pour ce qu'on a appris pendant des années. Alors les médecins, ils ont eu Doctissimo, donc maintenant ils sont des patients qui pensent être meilleurs qu'eux. Et en fait, la vérité, c'est que les patients sont souvent... Vous savez, on a un de mes amis s'appelle Ronnie Ziegler, il dirige l'hôpital de Stanford, et il explique quelque chose, il dit plus la maladie est rare et plus le patient est compétent. Parce que plus la maladie est rare et grave, et plus le seul boulot du patient, c'est de se documenter dessus. Et en fait, c'est à eux d'expliquer aux médecins ce qu'il faut faire. Et ils sont en train de créer un programme à Stanford qui s'appelle Patient Like Me, qui est l'idée qu'il faut renverser le paradigme. C'est plus le médecin qui est le sachant, c'est le patient. Et le médecin est au service du sachant, qui est le patient. Et bien, vous voyez, ça demande énormément d'ouverture d'esprit. Ça demande de reconnaître que 15 ans d'études à Stanford ne valent pas autant que la souffrance individuelle de quelqu'un. Et c'est ça, en fait, le monde numérique. Le monde numérique, ce n'est pas les baby-foot, ce n'est pas les startups, ce n'est pas les concours de pitch, ce n'est pas le fait qu'on en est proche de l'agacement de tout ça, et bientôt tout ça va passer par la fenêtre. Non, la mode des startups va passer, la mode du numérique va passer, la mode des incubateurs et de tout ce que vous voulez autour de ça va passer. Mais par contre, ce qui va rester, c'est que fondamentalement, le numérique a profondément changé les choses. Et donc, ça veut dire quoi pour vous tous? Ça veut dire que vous avez une responsabilité qui est que, en tant que citoyen, vous avez tous les jours un certain nombre de décisions à prendre et vous avez la responsabilité de prendre ces décisions de la façon la plus informée possible. Et on devrait tous s'éduquer de façon continue pour être le moins stupide possible lorsqu'on prend ces décisions.
Et on a tous une responsabilité de comprendre ce monde, non pas par les mots-clés, les buzzwords qui le constituent, mais fondamentalement parce qu'il constitue la valeur, c'est-à-dire un changement profond dans la façon dont on vit. Alors, ça veut dire qu'il faut accepter un certain nombre de choses, et notamment accepter cette dichotomie qu'on a tous entre le consommateur, qu'on a tous en nous, et l'agent économique. Alors laissez-moi vous expliquer cette schizophrénie, parce que c'est l'une des schizophrénies les plus fascinantes du monde. Vous tous dans cette salle, en tant que consommateur, vous voulez 3 choses. Vous voulez moins cher, plus vite, mieux. Par définition, c'est irrationnel. Si c'est moins cher, plus vite, c'est pas censé être mieux. D'ailleurs, ça fait 1 siècle et demi que l'industrie nous éduque à accepter de moins en moins bien. Si vous regardez le paradigme industriel c'est quoi? C'est de dire plus, moins cher, moins bien. Personne ne pense qu'un saucisson industriel a meilleur goût qu'un saucisson artisanal. Mais tout le monde sait très bien qu'un saucisson industriel peut être produit à des millions d'exemplaires, alors que le type dans sa boutique, si déjà il arrive à nourrir le quartier, il est fort. Donc vous voyez, on a été éduqué à comprendre un paradigme qui est que quand on a plus, on a moins. Et puis les sociétés du numérique sont arrivées. Les sociétés du numérique nous ont habitués à quelque chose qui est en train de profondément changer notre structure en tant que consommateur. C'est plus, mieux. Gmail, plus il y a d'emails, plus il va vite. Google, plus il y a de requêtes, plus elles sont de qualité. Facebook, plus on a d'amis, plus on a de likes. Dopamine immédiate. Donc, on a été habitué, en fait, à complètement détruire ce paradigme industriel et d'accepter. Et d'ailleurs, quand vous regardez ce qui se passe dans la nourriture, ce qui se passe dans l'hôtel, ce qui se passe dans le transport, ce qui se passe dans le voyage, ce qui se passe dans la consommation, ce qui se passe dans la qualité, on veut tous du local, on veut tous de la qualité, on veut tous avoir le meilleur de chaque chose, parce qu'on a l'impression que, comme l'info est transparente et standard, il n'y a pas de raison qu'on n'y accède pas. Alors, ce consommateur, en général, il a un boulot, quel qu'il soit, et dans ce boulot, il ne peut pas blairer le consommateur. Mais le consommateur, c'est jamais lui, c'est un autre. Alors moi, je l'ai découvert ça en juillet 2015, quand j'étais à une réunion avec les taxis et Hitch. C'est le grand moment de ma vie, ça, où vous avez un taxi... vous savez, c'est le genre de réunion qui ne sert à rien, ça s'appelle des concertations. Et donc vous avez un type qui dit qu'il faut interdire Hitch et un type qui dit qu'il faut nous laisser tranquille, quoi. Donc, je ne sais pas trop ce que vous avez à concerter, mais bon, il paraît que ça se fait. Et donc les gens disent leurs arguments pendant des heures, et puis à un moment, il y a un type du gouvernement qui en a marre et qui dit « Allons fumer une clope ». Je suis sûr qu'il ne fumait même pas avant la réunion. Le besoin de fumer est apparu. Et donc moi, je ne fume pas et je reste avec un patron d'un des syndicats de taxi, peu importe. Et le patron me dit, je lui dis, on était en fin juillet, je lui dis, vous partez en vacances? Il me dit oui. Je dis, ah bon, vous partez où? Il me dit, on part en Grèce avec ma femme. Ah, sympa. J'aime beaucoup la Grèce. Vous l'avez acheté dans quelle agence de voyage, votre billet d'avion? Le mec, il m'a regardé, il fait, vous me prenez vraiment pour un plouc, hein. Je dis, pas du tout, question innocente. Enfin, j'ai envie de savoir comment vous avez acheté. Alors il me dit, non, on l'a acheté sur Expedia. D'ailleurs, c'est incroyable, Expedia, parce que vous pouvez comparer tous les hôtels, les machins, réserver vous-même. Commence à me faire le pitch Expedia, quoi. Je dis, mais attendez, je comprends pas. Et le pauvre type qui a une agence de voyage et qui se fait buter son travail. Oui, mais attendez, c'est pas pareil, ils n'ont pas de formation. Je dis, comment ça? Bah, si vous voulez me comparer avec les taxis, nous, on apprend toutes les rues de Paris par cœur. Eux, ils apprennent quoi? Et alors là, je peux vous dire, ça a été un changement dans ma vie. Ce type a changé ma vie. Parce qu'en fait, à ce moment-là, j'ai arrêté de le prendre pour un imbécile. En fait, il comprend très bien ce qui se passe, en fait. C'est juste qu'il ne veut pas que ça le concerne, lui. Et en fait, c'est normal. Et d'ailleurs, je suis rentré chez moi, j'y ai pensé, et je me suis dit, imaginez qu'il y a un mec qui lance The Family en intelligence artificielle. Vous avez Oussama, les vidéos et les conseils dans une intelligence artificielle, et on n'a plus besoin de moi. Eh ben, je ferai une grève. J'appellerai le ministre.
Je dirais Mounir. C'est une honte. Il n'y a pas la qualité humaine qu'on peut avoir avec moi. C'est injuste, c'est déloyal, c'est incompétent. Et c'est normal, en fait. Et c'est pour ça qu'en fait, dans nos sociétés, on a deux choix. On a le choix de lutter contre l'inévitable, ou on a le choix de s'adapter. Et vous savez, à la fin de la journée, s'adapter, ça prend moins de temps et ça fait moins mal que de lutter contre l'inévitable. Mais ça veut dire aussi accepter que des choses qu'on a cru être vraies, des rentes qu'on a obtenues, des sujets qu'on a obtenus pour des raisons pas très honnêtes, peuvent disparaître par la fenêtre du jour au lendemain, parce que quelqu'un offre quelque chose de mieux. Et en plus, c'est un phénomène que personne ne peut prévoir d'avance. Personne ne peut prévoir d'avance qu'un entrepreneur prendra un sujet à un moment. Les entrepreneurs sont des singularités, c'est-à-dire qu'ils sont des phénomènes complètement hasardeux. Pour 1000 entrepreneurs qui se lancent, il y en a un qui réussit, vous ne savez jamais d'avance lequel c'est. Donc par définition, vous ne savez jamais quand est-ce que votre industrie sera touchée. Beaucoup de gens des industries traditionnelles viennent me voir en me disant « Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour prévoir ?» Et je dis toujours la même chose. La seule façon de savoir ce qui va vous tuer, c'est de vous tuer vous-même. Pourquoi il faut rentrer dans un cycle de cannibalisation? Parce que ça arrive ou que ça n'arrive pas, si ça arrive de toute façon, c'est perdu. Et si c'est vous qui le faites, c'est gagné. Et donc il faut admettre des fois que si on vit sur des rentes, il faut accepter de passer cette rente par la fenêtre. Si les taxis avaient copié Uber et avaient fait mieux que Uber dès la première semaine, plutôt que de brûler des pneus, ils ne seraient pas dans la situation où ils sont aujourd'hui. Parce qu'ils auraient évité le problème. Et c'est une grande loi des sociétés du numérique, c'est que quand quelqu'un a raison, ça ne sert à rien de faire croire qu'il ne l'a pas. Et nous, on appelle ça les 5 étapes du déni, alors qui sont assez courantes en France dans les organisations traditionnelles. Je vais vous donner notre framework, ça marche à tous les coups. L'étape du déni numéro 1, c'est le mépris. Vous savez, on a tous regardé des startups en se disant « Oh là là, qu'est-ce que c'est que ces amateurs ?» Les amateurs, c'est dangereux, parce que les amateurs, ils n'ont rien à perdre et tout à gagner. Quelque chose qu'on ne comprend pas souvent sur pourquoi les startups, c'est magique, c'est parce que ontologiquement, c'est-à-dire par essence, par nature, une startup a tout à gagner. Tout. Je veux dire, quand vous êtes à zéro, il n'y a pas de négatif dans la vie. Si vous avez 0 € sur votre compte en banque, ça peut que monter. Si vous avez 0 client, ça peut que monter. Vous imaginez, vous passez de 0 à 1 client, ça fait plus l'infini quand même. Passer de 1 à 2, ça fait une croissance de 100% annuelle. C'est forcément bon pour le moral, en fait. Et d'ailleurs, pensez-y, regardez les enfants autour de vous, quoi. Pourquoi les enfants sont tellement agréables à observer? C'est parce que comme ils n'ont pas encore le cynisme de l'âge, la moindre de leurs réalisations leur paraît extraordinaire. Ils sont ignorants et incompétents. C'est les 2 plus grandes forces des startups. Souvent, les startups pensent que la base de ce qui fait une bonne startup, c'est la compétence et la connaissance du monde autour. Mais si vous savez ce qui vous attend, vous ne le faites pas. Par exemple, on a une startup dans notre portefeuille qui s'appelle Payfit, qui fait des fiches de paye. La blague qu'ils disent toujours en interne, c'est que s'ils savaient ce qu'était une fiche de paye, ils n'auraient jamais fait la boîte. Ils l'ont découvert, ce qu'était une fiche de paye. Et chaque semaine, c'était pire que la semaine précédente, mais par étapes. Itch, s'ils savaient tout ce qu'ils allaient prendre dans la tronche, ils ne l'auraient jamais fait. Itch, ils étaient persuadés que, franchement, rationnellement, ils ne gênaient personne, qu'ils allaient prendre les mecs qui rentraient bourrés de soirée. Personne n'en veut. Personne ne va nous embêter. Après, vous avez une guerre nucléaire. Mais c'est trop tard, vous êtes lancés, vous n'allez pas vous arrêter. Et donc, ça, c'est ce qui fait les startups. La deuxième chose, c'est que cet agent économique, cette personne avec qui on a tous un problème, il rentre en conflit avec le consommateur. Et on a tous besoin de résoudre ce paradoxe en ayant l'empathie pour le consommateur qu'on est. On a besoin de se dire, en tant que consommateur, que les services qu'on utilise seront peut-être un jour des services qui nous tueront, nous. Et donc, quand vous êtes une entreprise traditionnelle, vous avez besoin d'être toujours dans le mouvement. Parce que si ce n'est pas vous qui bougez, le monde autour de vous va s'arrêter. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'on peut juste baisser un peu la lumière? Parce que là, je pense que on va allumer la salle. Ah, merci. Et on va passer aux questions. Est-ce que vous avez des questions en fait. pour Oussama?
Première question. Pégrine va prendre la première question, vas-y. Pégrine. Merci pour cette réflexion. Je crois qu'il y a un sujet en Normandie c'est pas que en Normandie, c'est sur le commerce de proximité et sur la difficulté des commerçants à aller dans le digital. J'ai pas vraiment de questions, mais j'aimerais bien avoir ta réflexion sur le sujet du commerce de proximité. Alors, c'est un sujet intéressant parce qu'en fait, le numérique, c'est comme toutes les technologies, ça représente une menace et une force à la fois. La menace, c'est Amazon. Les libraires ont essayé de se battre contre Amazon, tout le monde se bat contre Amazon. L'opportunité, c'est qu'on a tous, grâce au numérique, des super pouvoirs. Alors, bizarrement, le numérique, c'est un peu comme tous les sujets qu'on ne maîtrise pas, c'est qu'on a toujours tendance à tomber sur des chamans. Nous, on a une blague à The Family, on dit qu'il ne faut jamais, jamais, jamais déléguer quelque chose qu'on ne sait pas faire soi-même. C'est très contre-intuitif. On a toujours tendance à vouloir déléguer ce qu'on ne sait pas faire. Et quand on délègue ce qu'on ne sait pas faire, on tombe toujours sur un arnaqueur. Par exemple, il y a une blague que je raconte tout le temps, c'est le type, il arrive au garage, la voiture, elle marche pas très bien. Le garagiste, il regarde, il ouvre le capot, il dit c'est 1000 francs, 1000 euros. Elle est vieille, la blague. C'est 1000 euros. Le type dit ouais, très bien, réparé. Puis le type, il va prendre un marteau, il tape sur le moteur repart. Il se fait 1000 euros. Le type dit mais attendez, je ne vais pas vous payer 1000 euros pour un coup de marteau. Il dit non, le coup de marteau, c'était 3 euros. Savoir où le mettre, c'est 997. Et en fait, c'est un peu la même chose avec un site internet. Je pense que vaut mieux un mauvais site internet qu'on a fait soi-même et qui s'améliore toutes les semaines que de passer par une agence et se faire arnaquer pendant 4 ans. Et c'est le problème, en fait, de ces trucs-là. C'est qu'il y a beaucoup trop de charlatans dont le seul métier, c'est de vendre des choses qui n'ont aucune valeur. J'en sais quelque chose. Quand j'avais 12 ans, je vendais des WordPress 5000 francs. Je me sentais pas bien à la fin de la journée. Je me disais, mais attendez, j'ai arnaqué les gens. Et les gens me disaient, mais non, c'est pas de l'arnaque, c'est une asymétrie d'information. Non, c'est une arnaque. Enfin, on le sait tous, en fait. On a tous fait ça. Et en fait, il y a un moment dans la vie, soit on arrête, on se dit, bon, ok, je vais essayer de créer de la valeur, soit j'ai pas. Et donc, pour revenir au commerce de proximité, les commerces de proximité utilisent tous les jours des outils qu'ils devraient utiliser pour leur business. Tout le monde a une page Facebook où il met les photos de ses petits-enfants. Et pourtant, personne ne pense que ce qu'ils ont appris en mettant des photos de leurs petits-enfants sur Facebook, ils pourraient le faire pour leur propre commerce. Parce que c'est des barrières mentales de confiance en soi, et c'est des barrières mentales de « je ne sais pas faire ». D'ailleurs, vous savez, ne vous dites jamais que vous ne savez pas faire quelque chose, puisque par définition, tout le monde sait tout faire, c'est juste qu'on ne sait pas le faire à la même vitesse. Et notamment, moi je l'ai vécu cette année avec une de mes petites nièces, qui s'est levée un matin en disant « je suis nul en maths ». Ça, c'est terrible quand les enfants font ça. Tomber sur une prof débile qui lui a dit qu'elle était nulle en maths. Elle a décrété qu'elle était nulle en maths. Mais personne n'est nul en maths. Il y a juste des gens très lents. Alors, il y a vraiment des gens très, très lents. Très lents. Mais à la fin de la journée, sur une infinité de périodes de temps, vous finissez toujours par faire comprendre quelque chose à quelqu'un. Parce qu'il n'existe pas qu'une seule façon d'expliquer quelque chose. Et donc, la meilleure façon de finir par comprendre quelque chose, c'est simplement de persister. Et donc, je pense que les commerces de proximité, ils ont une chance incroyable, c'est qu'on vit un monde où la nouvelle marque, c'est la non-marque. Je m'explique, on l'a vécu dans la musique. Avant, dans la musique, la marque, c'était Michael Jackson. Maintenant, les gens sur Spotify, quand ils voient qu'il y a plus de 30 000 vues, ils passent au groupe d'après parce que franchement, c'est devenu trop mainstream. Et c'est devenu accessible parce que Spotify met tous ces gens-là au même endroit. Et donc, on peut tous avoir des goûts hyper précis. Et en fait, le commerce, c'est la nouvelle musique. Avant, par exemple, moi j'ai grandi au Liban quand j'étais petit, et je me souviens très bien du premier jour où il y a eu un McDonald's dans mon village pourri. Il n'y a rien dans ce village, il y a des cailloux, quoi. Et puis un jour, il y a un McDonald's qui ouvre. Ce jour-là, les habitants du village, ils avaient vraiment l'impression d'être quelqu'un, quoi. Vous vous rendez compte, il y a un McDonald's qui vient chez nous. Pourquoi ? Le PDG de McDonald's a décidé de mettre un truc à Messel Djabel, quoi. Enfin, les types se disent, il est fou, le type. Il ne sait pas ce qui lui arrive. Mais c'était un achievement. Maintenant, le kebab du coin, il vend sa sauce kebab dans le monde entier. Parce que les gens, ils aiment bien cette idée d'avoir acheté une sauce kebab d'un village dans la montagne au Liban. Et en fait,
tout coin paumé devient en fait un incroyable attracteur de talent et de commerce, etc. Il faut juste se mettre en avant sur Internet. Et se mettre en avant sur Internet, ça passe par le faire soi-même. Et ça passe par des réflexes. Pourquoi créer votre site Internet quand vous pouvez avoir une page Facebook? Pourquoi créer votre app mobile alors que personne dans cette salle n'utilise d'app mobile? Les gens manquent profondément de bon sens parce qu'ils manquent de confiance en eux. Mais à partir du moment où vous avez confiance en vous, vous utilisez votre bon sens. Moi, je vois plein de startups qui viennent me voir en me disant « Ouais, je vais développer une app ». Je leur dis toujours la même chose. Quelle app tu utilises? Montre-moi ton écran d'iPhone. Puis là, ils en utilisent 5. Je dis « Alors ?» Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est le sujet fondamental, c'est que ce qui n'arrive pas, ce que vous ne faites pas, ne vous arrivera pas. Et d'ailleurs, vous savez, souvent, quand je fais des conférences comme ça, les gens après viennent me voir et me disent « Oh oui, mais c'est facile pour vous, mais tout le monde n'est pas à l'aise avec le risque. » Alors je n'en peux plus d'entendre cette connerie. Et je vais vous le prouver en 1 minute. Qui dans cette salle a un enfant? Levez la main. Ok. Donc vous tous, vous avez créé un truc pendant 9 mois, sans aucune garantie de résultat, qui demande entre 15 et 20 ans d'investissement, voire plus de nos jours. Un entretien de chaque instant, et avec des espoirs complètement à côté de la plaque par rapport à comment ça finit. Parce que sur 10 gosses, il y en a bien à peine 1 sur 10 qui fait ce qu'il était censé faire. Ça s'appelle une start-up, les gars. Donc quand les gens me disent « Ouais, mais en fait, je suis pas à l'aise avec le risque », c'est vraiment parce que les gens compartimentent leur vie à un point invraisemblable. Vous voyez bien qu'on est tous fondamentalement faits pour le risque. Pourquoi? Parce qu'il y a une activité sexuelle avant, donc les gens réfléchissent pas? Ouais. Concours de pitch start-up. Hein. C'est vous allez à un start-up week-end, 10 ans de galère. Et d'ailleurs, ce qui est dingue, j'y pense assez souvent, parce que moi, ce qui me fascine le plus chez les entrepreneurs, c'est le peu d'énergie qu'ils mettent à choisir leur idée. C'est quand même un truc engageant, une idée. Vous avez passé 10 ans dessus, etc. C'est un peu comme s'ils avaient une app Tinder, où on leur disait, si tu swipes à droite et que ça match, t'es marié avec enfant tout de suite. Personne n'utiliserait cette app Tinder. Et ben c'est exactement ce que les gens font avec les idées de start-up. Première idée qui vient, ils swipent à droite, boum, ils sont dessus pendant 10 ans. Mais c'est terrible, parce qu'en fait, ils subissent leur vie plutôt qu'être actifs dans leur vie. Et en fait, si vous regardez, la plupart, vous savez, on dit toujours, les startups, c'est compliqué, c'est risqué, machin. Mais les gens ne comprennent pas ce que ça veut dire. À The Family, on n'a jamais une startup qui ne marche pas, La plupart des startups qui ne marchent pas, on ne les prend pas. C'est évident une startup qui ne marche pas. Ce qui fait qu'une startup est risquée, c'est que des startups qui doivent marcher, qui ont tout pour marcher, qui marchent, meurent pour des raisons exogènes et endogènes. Exogènes parce que le marché autour d'eux change comme ça, donc ça marchait, ça ne marche plus. Ou endogènes parce que, je sais pas, les fondateurs s'engueulent. Il y a un divorce. Et la boîte, elle passe par la fenêtre. Récemment, on avait une boîte dans notre top 10 de portefeuille où un employé s'est engueulé avec le fondateur s'est engueulé avec l'autre fondateur, le deuxième fondateur s'est engueulé avec un autre employé. Résultat, 7 démissions en 1 semaine. 7 démissions en 1 semaine, moins 30% de chiffre d'affaires en 1 mois. C'est ça une start-up. C'est pas que l'idée, elle n'était pas bonne ou que ça. Les bonnes idées, elles sont toujours évidentes. Il y a qu'à la BPI, on finance des trucs qui ne marcheront jamais. Enfin, je veux dire, c'est parce qu'on prend un dossier administratif et il faut que les gens aient l'air bons. Et donc, il faut qu'ils nous ressemblent, et ils ont des costards, ils font des beaux pitchs, ils font des dossiers. Et ils vous disent, oui, mon business model, c'est je sais pas quoi. Mais c'est du méga mauvais sens. Les startups de The Family qui ne marchent pas, c'est toujours des startups qui marchent. Save, 24 millions de chiffre d'affaires en 2 ans. Boum, dans le mur. Pourquoi? Parce qu'ils ont mal géré leur stock. Et que quand vous faites 24 millions de chiffre d'affaires en 2 ans, bah c'est comme conduire une voiture de sport qui descend une montagne à toute vitesse. Alors oui, effectivement, si vous descendez une voiture, si votre voiture elle fonctionne bien, que la montagne est en place, vous avez quand même de grandes chances de mourir. Parce que vous descendez à 300 km/h. Après, les donneurs de leçons viennent et disent « Oui, mais il fallait croître moins vite. » Oui. La prochaine fois qu'il y a un client qui vient, je lui dirai ça. S'il te plaît, tu reviens demain, parce que là, on est en hyper-croissance. Mais sur quelle planète les gens vivent? Sérieusement? Évidemment que l'hypercroissance est hyper dangereuse.
Sinon, on aurait 200 Google. Et d'ailleurs, retenez ça, hein, si les gens, et je m'inclus là-dedans, savaient faire des Google, ça ferait longtemps qu'on en aurait en France. Si on n'en a pas, c'est bien parce que c'est dur et mystérieux. Et donc, à toutes les échelles, ce n'est qu'une question de bon sens. Il faut arrêter d'avoir peur. Moi, j'ai une question sur un de nos enjeux des chambres, c'est d'essayer de faire passer les PME dans la transition numérique. Sachant qu'on estime que s'ils ne passent pas, il y a peut-être 50% de ces PME, TPE qui vont disparaître. Et nous, on a mis un produit qui s'appelle CC Link Up, c'est d'installer des startups au sein des PME pour que le flux des savoirs, des compétences et des cultures puisse passer de l'un à l'autre. J'ai vraiment le droit de répondre honnêtement. Je sais que tu es contre. Et je sais que tu es contre. Alors c'est pour ça que c'est tout un. Je sais que tu es contre. Ça fait plaisir, merci. Non, vraiment, j'apprécie. Donc je vais essayer de faire la réponse la plus honnête possible. Je pense pas que les gens de droite savent faire du rap. Je pense pas que les Français savent cuisiner du couscous. Je pense pas que les bourgeois savent faire de la musique de chambre. Et je pense qu'à toute époque, il y a toujours eu des complexes de milieu. Alors, les cultures, c'est quelque chose de réel. Quand on fait une start-up, on a une chose qu'on doit accepter et une chose auquel on doit renoncer. On doit accepter que ça peut ne pas marcher. Si on n'a pas conscience profondément du fait que ça ne peut pas marcher, on ne peut pas faire de start-up. On a trop peur. Vous pouvez pas. C'est un peu comme si un mec qui sautait en base jump avait peur de mourir. C'est mort. Vous êtes sûr de mourir si vous sautez en base jump, vous avez peur de mourir. Ça fait partie du protocole de ne pas avoir peur, parce que si vous avez peur. Ça ne veut pas dire que le danger n'est pas réel. Hein. Évidemment que le danger est réel. Mais la peur, c'est une illusion. La peur, c'est la réaction qu'on a face au danger. La peur n'est pas la seule réaction rationnelle au danger. Vous pouvez être hyper conscient du danger et vous pouvez ne pas avoir ça. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, la chose auquel il faut renoncer, c'est la reconnaissance sociale. Quand vous faites une start-up, si vous n'êtes pas un peu ridicule au début, c'est que ce n'est pas une bonne start-up. Si les gens ne ricanent pas sur vous, ce n'est pas une bonne start-up. Parce que, fondamentalement, vous faites quelque chose de nouveau, et le nouveau, c'est toujours ridicule. La ligne entre le ridicule et le sublime est hyper ténue, en fait. Il n'y a pas de truc. Donc, qu'est-ce qui se passe quand vous mettez de l'huile et de l'eau ensemble? Qu'est-ce qui se passe quand vous mettez un patron de PME avec un patron de start-up? Eh bien, le patron de PME, il ne peut pas s'empêcher de donner des leçons sur ce qu'il connaît. Qu'est-ce que c'est un patron de PME? Un patron de PME, c'est quelqu'un qui vient d'une époque où il y a 3 hypothèses qui ne sont plus vraies. Hypothèse numéro 1, le capital est rare et cher. Tous les gens qui ont construit des PME à succès, et Dieu sait qu'on les respecte, et vraiment, ça a été une époque industrielle impressionnante, et des gens ont fait des trucs incroyables, mais ils l'ont fait dans un monde où le capital était rare et cher. Le capital est devenu une commodité. Vous avez dit que les startups de The Family ont levé 250 millions, c'est parce que le chiffre qu'on vous a envoyé, il date d'il y a 3 mois. Les startups ont levé 500. C'est-à-dire que dans les 3 derniers mois, nos startups ont levé plus d'argent que dans les 5 dernières années. Ça, c'est le monde dans lequel on vit. Ce n'est pas la peine de vous faire... Vous pouvez trouver ça nul, etc. Dès que vous commencez à avoir des jugements de valeur par rapport à ce que vous ne comprenez pas, vous êtes dans une réaction rétrograde. Les gens qui donnent ce capital ne sont pas des abrutis. La raison pour laquelle il y a beaucoup de capital sur Terre, c'est tout simplement qu'il est en excès. Et que quand quelque chose il est en excès, il est gaspillé. Est-ce qu'il y a énormément de startups qui jettent l'argent par les fenêtres? Oui. Est-ce que le système les encourage à jeter l'argent par les fenêtres? Évidemment. Est-ce que si vous êtes un entrepreneur, vous avez une sorte de valeur morale supérieure à ne pas prendre cet argent pour dire « moi, je suis différent », vous êtes un ahuri. Pourquoi? Parce que dans une entreprise et dans une start-up, le but, ce n'est pas d'avoir raison, c'est de gagner. En France, on a trop de gens dont la seule passion sur Terre est d'essayer d'avoir raison. Mais le marché s'en fiche que vous ayez raison. La seule chose qui compte sur le marché, c'est est-ce que vous gagnez ou est-ce que vous ne gagnez pas. Donc, premier point, première différence culturelle fondamentale, c'est ça. Et ce paradigme, les patrons de PME ne le supportent pas. Moi, j'ai eu la chance de parler à l'APM dans plein d'extra-clubs et tout. Et ce qui m'amuse,
le plus, c'est les retours agacés des gens, parce qu'il y en a toujours un dans la salle qui le prend personnellement que ce soit aussi facile. Mais c'est pas parce que c'est plus facile qu'avant, c'est juste que la difficulté, elle est ailleurs. Si on est dans un monde où le capital est rare et cher, la différence ne se fait pas par le capital. Si on rentre dans un monde où le capital est abondant et pas cher, la différence ne se fait pas non plus par le capital. Elle se fait par l'utilisation du capital. Et ça, c'est un jeu qui est compliqué. Les règles sont nouvelles. La deuxième problème, c'est que toute PME est une vue linéaire du monde. Pourquoi ? Parce que comme le capital est rare et cher, on ne peut fabriquer que ce qu'on est capable de fabriquer, et donc forcément, on passe les étapes par étapes. Donc c'est linéaire. Même si vous doublez votre revenu tous les ans, c'est linéaire de doubler son revenu tous les ans. Une exponentielle, c'est quoi ? Une exponentielle, c'est quelque chose qu'en général, on surestime au début et on sous-estime à la fin. Google n'est pas passé de 1 million d'utilisateurs à 2 millions, 4 millions, 8 millions, 16 millions, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2056. Non. Google est passé de 1 utilisateur à 10 000, à 100 000, à 1 million, à 1 milliard. C'est ça, la courbe du nombre d'utilisateurs Google. Et ce genre de courbes sont de la science-fiction pour les patrons de PME. Et la troisième chose, c'est que la distribution est devenue une commodité. Vous êtes dans un monde où l'une des vidéos les plus regardées sur YouTube, c'est un petit gros qui chante en coréen. Non, mais essayez juste, on rigole tous avec ça. Essayez juste de vous rappeler 3 mois avant que cette chanson passe sur YouTube. Et essayez de vous rappeler une conversation et imaginez un personnage fictif qui vous dit « Tu vas voir, le prochain tube de l'été, c'est un petit gros qui chante en coréen. » Vous dites quoi ? Vous dites « Ouais, c'est ça, ouais. Bien sûr. » Imaginez que vous dites « Ouais, Trump va gagner l'élection. » Vous dites quoi ? « Ouais, bien sûr. » Et en fait, c'est le problème du monde dans lequel on vit. C'est que comme la distribution est devenue une commodité, il se passe des phénomènes incroyables. Et donc, quand vous mettez des startups qui doivent profondément, à leur état le plus fragile, comprendre ces 3 choses, à un endroit où, par définition, on ne peut pas les comprendre parce qu'on est dans un ancien paradigme, ça fait que ce n'est pas les PME qui deviennent des startups, c'est les startups qui deviennent des PME. Et faire une PME, c'est pas... si les gens ont envie de faire des PME, qu'ils en fassent, mais qu'ils n'appellent pas ça des startups. On n'a pas besoin de prendre les mots des autres. Et je vous dis, de toute façon, ça va vite passer. Vous verrez, regardez, moi j'en prends plein la tronche dans la presse depuis 6 mois, c'est le début. Je veux dire, il y a beaucoup de gens qui veulent faire la peau aux startups. C'est normal. Je veux dire, dès que quelque chose devient trop important et dominant, il faut lui faire la peau. Ça fait partie du jeu. Moi j'attends ce moment où plus personne, où je serai un nouveau banquier, vous savez. J'essaie de recueillir des banquiers chez moi pour ça, pour m'entraîner émotionnellement à vivre leur vie. Parce que les startups, c'est les prochaines banques. Évidemment qu'on parlera des start-upers comme on parle des banquiers aujourd'hui. Parce que les banquiers ont été des stars, ils sont montés trop haut, ils sont tombés. C'est comme ça, c'est le cycle. Mais il n'empêche que le vrai sujet pour les PME, c'est plutôt de se dire, est-ce que je ne devrais pas aller créer une start-up sur le côté, oublier tout ce que je sais, et simplement essayer de le faire, non pas pour que ça marche, mais simplement pour débloquer des choses dans ma tête. Et moi, si j'étais un patron d'une PME aujourd'hui, je confierais ma PME à un type qui sait bien faire ça, j'essaierais de me sortir le plus possible de l'opérationnel, et ça, c'est un truc dont tous les patrons de PME ont du mal. C'est une culture qui est fondée sur le fait qu'on n'a pas de respect pour les gens avec lesquels on travaille, donc on délègue très peu. Il n'y a qu'à voir une réunion moyenne du MEDEF, on parle de quoi ? Du fait que tous les employés sont des feignants. On est tous des feignants, enfin, ça va, quoi. Enfin, et c'est normal, en fait. Est-ce que vous voudriez vraiment que les gens ont envie d'être commit jusqu'à 23 heures au bureau pour un salaire de misère ? Sur quelle planète les gens vivent ? Bien sûr que non, il y a Netflix à la maison. Enfin, la concurrence est dure, les gars. Donc évidemment que les startups ont un avantage comparatif, parce que les startups, elles arrivent à créer du rêve au-delà de Netflix. Pourquoi les gens restent jusqu'à 22 heures à The Family à travailler ? C'est pas parce que il se passe quelque chose de spécial. Non, c'est parce qu'il y a du sens. Parce qu'on fait quelque chose d'important. Et donc, si j'étais patron de PME, je me dirais comment je peux adopter ça. Et pour adopter ça, je devrais sortir de là où je suis. Donc, il ne s'agit pas d'amener des gens dedans, il s'agit de sortir. Et il s'agit de faire des trucs pour de vrai. Et d'ailleurs,
par exemple, c'est un truc que j'ai fait avec beaucoup de membres de ma famille, parce que mes frères, ils ont tous 20 ans de plus que moi. Et moi, je suis arrivé très tard, je suis le 7e enfant, mais 20 ans après mon frère. Ma mère a eu une deuxième vie, pour le dire gentiment. Le sujet fondamental avec eux, c'est ils sont tous commerçants, patrons de PME. Et en fait, mon obsession, c'était de leur faire vendre quelque chose en ligne. Donc, le test que moi, je fais tout le temps avec les gens qui veulent se transformer, je leur dis, vous allez sur alibaba.com, vous choisissez un produit au hasard, n'importe lequel. Je sais pas, un coupe-beurre électrique, un produit un peu téléshopping-like. C'est le genre de produit qu'on pourrait voir au téléshopping. Vous allez sur Instagram et vous fixez comme objectif d'en vendre 10 sur Instagram. Faites juste ça. Juste cette micro-étape. Vous prenez un produit au hasard, vous le dropshippez sur Instagram et vous le vendez de cette façon-là. Et vous en vendez 10. Et si vous arrivez à en vendre 10, vous vous fixez comme objectif d'en vendre 100. Et si vous en vendez 100, vous fixez d'en vendre 1000. Puis quand vous en aurez vendu 1000, vous pourrez faire un vrai truc de votre vie. Parce qu'en fait, vous allez découvrir plein de choses, vous allez découvrir plein d'outils, par la nécessité. Ce ne sera pas théorique, ce sera incroyablement pratique, et ça vous mettra face à la réalité de vendre sur Internet. Question ? Une dernière question. Est-ce que vous avez observé une différence entre les start-upeuses et les start-upers ? Ah, vaste sujet. Vaste sujet. Alors je vous fais quoi, la réponse convenue ou... C'est un sujet qui me gonfle, moi. Commence vraiment à me gonfler. Alors, pour mettre les choses en perspective, le CEO de The Family est une femme, elle s'appelle Alice. Je suis très très fier de travailler pour elle et d'être à son service. C'est une femme extraordinaire. C'est la personne la plus extraordinaire pour laquelle j'ai jamais travaillé. D'ailleurs, c'est la seule personne qui a un jour été hiérarchiquement au-dessus de moi, donc en médaille, quoi. On a tout fait à The Family pour l'entrepreneuriat féminin, tout. On a créé un événement qui s'appelle Sisterhood avec Facebook, où 2 fois par an, on interdit The Family aux femmes, on fait des événements réservés aux femmes, on a créé des groupes de soutien pour les femmes, etc. Et aujourd'hui, on a 5 CEO femmes dans The Family sur 254 CEO. Et on a 14 boîtes qui ont une femme dans leur cofondateur. Alors les gens disent, ça sert à quoi de faire tout ça, c'est pour finir avec ça ? Oui, bonne question, je me la pose tous les jours. Sujet à l'intérieur du sujet, aujourd'hui sur à peu près 2000 applies par mois, The Family, on en a moins de 40 qui ont une femme CEO. 40. Pourquoi ? Alors, il y a des raisons profondes dues à la société. On n'élève pas les petites filles comme on élève les petits garçons. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est comme ça, je ne peux rien y faire. On a tous une responsabilité avec la prochaine génération. Sérieusement, vous voulez que les femmes fassent des startups, apprenez aux petites filles à coder avant qu'elles aient 12 ans. La fenêtre 6-12 ans, franchement, 6-12 ans, vous leur apprenez tout à coder, vous verrez, ce sera incroyable ce qui va se passer. Mais il y a toute une génération de filles qui n'a pas appris à coder. Il y a toute une génération de filles qui n'est pas geek, qui n'a pas joué aux jeux vidéo, qui n'est pas dans les codes de cette culture-là, qui n'est pas dans les codes startup. Et donc après, ça a un impact terrible, parce que même si elles font des startups intéressantes, elles n'ont pas les bons codes pour recruter les ingénieurs, pour attirer à elles les bons profils, etc. Et donc, Dieu merci, il y a des pionnières. Donc, Dieu merci, il y a des femmes qui font. Est-ce qu'elles font des boîtes différentes que les hommes ? Évidemment pas que lorsqu'elles sont bonnes. Évidemment pas. Est-ce qu'il y a énormément d'entrepreneuses qui se complaisent dans des business où la seule importance de leur business, c'est le fait qu'elle soit une femme CEO ? Oui, forcément, la presse adore ça. Donc, c'est pas irrationnel de le faire, en fait. Si vous n'arrivez pas à faire votre boîte, autant faire la une des médias. Mais le sujet égalité homme-femme dans les startups, c'est un sujet qui est hyper frustrant, parce que les startups sont une méritocratie hyper violente. Quoi qu'on pense sur le milieu des startups, il y a un truc incroyable dans les startups, c'est que c'est le seul domaine que je connaisse où le critère de vérité est immédiat et absolu. Je m'explique. Dans les startups, vous êtes dans le vrai, vous gagnez de l'argent. Vous êtes dans le faux, vous en perdez. Et le montant que vous perdez est toujours le bon prix de la leçon que vous méritez. Toujours. Et donc, quand vous faites un site internet et qu'un client vient dessus,
il n'en a rien à faire de l'école que vous avez fait. Il n'en a rien à faire d'où vous venez. Il n'en a rien à faire de qui sont vos parents. Personne ne fait de site internet créé par un héritier qui a fait Polytechnique. J'ai jamais vu ça. Et si quelqu'un le faisait, ce serait le comble du ridicule sur Internet. Parce qu'Internet est une démocratie violente. Donc le type deviendrait un mème, en fait. Et donc, le problème de l'entrepreneuriat, c'est que c'est un domaine humain où tous les codes habituels qu'on essaie de jouer avec en France, à savoir l'école, l'origine sociale, etc., n'ont aucune valeur. Et en plus, ce qui est très drôle dans le monde des startups, c'est que c'est très rare que ce soit local. En fait, quand vous faites une startup, c'est tout de suite une compétition globale, donc vous pouvez faire le cake localement, mais il y a toujours un moment où il y a un barbare de l'extérieur qui viendra vous ravager et il n'y aura plus que la steppe qui poussera après. Donc, d'ailleurs, la série la plus compatible pour comprendre la culture startup, c'est Viking. Je vous invite vraiment à regarder cette série. Je pense que c'est les premiers entrepreneurs de l'histoire, les Vikings. Tout est là, en fait. Ils n'ont rien, ils ont tout à gagner, ils ont peur de rien. Enfin, en plus, ils ont l'impression que s'ils vont mourir, ils vont à Valar, là. Donc, je veux dire, qu'est-ce que vous voulez faire la guerre contre ça? Vous ne pouvez pas. Des startups, c'est la même chose. Et donc, aujourd'hui, quand vous êtes une femme et que vous êtes entrepreneur, vous avez une tension entre un marché qui vous dit, parce que vous êtes une femme, vous êtes spéciale, donc vous avez le droit à des articles auxquels vous n'avez pas normalement le droit, vous avez accès à des choses où vous ne devriez pas avoir accès, parce que justement vous êtes quelque chose de rare, mais le marché, il s'en fiche complètement. Et donc si je peux donner un conseil à toutes les femmes entrepreneurs dans cette salle, c'est considérer que le fait d'être une femme dans l'entrepreneuriat ne change rien, et croyez-le vous-même pour espérer qu'un jour les autres le croiront. Et évidemment, ça va venir. Nous, on a une génération là, de femmes CEO qui sont en train de tout déchirer. Elles vont inspirer la prochaine génération, elles vont donner les bonnes règles, et elles vont créer quelque chose, et puis un jour, on n'en parlera plus de ce sujet. Mais le but de ce sujet, c'est qu'on n'en parle plus. Et pendant ce temps-là, il faut vraiment reprendre au sérieux l'éducation des petites filles. On ne peut plus continuer dans un monde où on genre à ce point l'éducation. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas offrir des Barbies aux filles et des manuels de petits scientifiques aux garçons et être étonné que 20 ans après, ça a eu un impact. Ah bon? C'est bizarre. Ouais, tiens. Donc vraiment, jeux vidéo et code. Et mettez les garçons à la danse, ça leur fera les pieds. Merci, merci Oussama.